Il y a une dizaine d'années, un ami m'envoyait 5 plantules de melocactus, pas plus grosses que des petits pois, dont les aréoles, avec leurs aiguillons, étaient peu formées, en me signalant que ce melocactus guyanensis venait de Colombie. Les années ont passé et à ma grande surprise, 3 grandes différences sur les 5 sujets qu'il m'avait envoyés. Avec ses 12 côtes, aux aréoles très espacées, de 4 à 5 cm, composées de 5 à 7 aiguillons chacune, dont l'inférieur est bien plus long que les autres. Mais le nombre et la longueur des aiguillons est surtout fonction de l'ensoleillement qu'elle reçoit et des soins apportés aux plantes. Parmi ces 5 melocactus guyanensis, 2 sujets ont les aiguillons comme l'espèce type. Et l'un des 5 sujets a les aiguillons bien plus courts, et je l'ai étiqueté dans ma collection comme Melocactus guyanensis variété brevispina. Mais avant d'officialiser l'appellation de ces variations, même sur ce sujet, si elles sont bien réelles, il faut contrôler de très nombreux critères, ce qui va demander de très longues années. Cette espèce de Melocactus guyanensis ne devenant adulte qu'entre 10 et 15 ans. Sur les 5 plantes, les 2 dernières, je les ai étiquetées dans ma collection Melocactus guyanensis variété nuda, pour la simple raison que les aréoles de ces 2 plantes sont complètement nues. Le premier sujet à l'image a 11 côtes et le deuxième sujet en a 13. Ces variations de plantes sans aiguillons, rien de bien nouveau. Chez les cactacées, ces anomalies existent sur une dizaine d'espèces, ce qui est quand même assez rare, mais unique chez les melocactus. Et ces 5 plantes, depuis plus de 10 ans, je les soigne et je les observe particulièrement, car j'attends ces images uniques et jamais présentées sur cette espèce, la venue du céphalium. Et ça tombe bien, le premier céphalium est apparu sur l'espèce type. Ce futur céphalium s'annonce à l'apex par l'augmentation des aiguillons, ce qui a pour but de mieux protéger ce futur céphalium, mais surtout le méristème prépare la transition entre la production très espacée des aréoles, présentée précédemment, et le nombre très important des aréoles constituant le céphalium. Et chaque aréole de ce céphalium produira une fleur, ce qui donnera une floraison très importante et journalière de 1 à 6 fleurs, ce qui a été un maximum chez moi. Comme systématiquement chaque aréole produit une fleur, elle nous indique la production très importante et journalière d'aréoles à l'intérieur du céphalium. Cette espèce, Melocactus guyanensis, est autoféconde et chaque jour, par temps chaud en début d'après-midi, les soies et les aiguillons du céphalium se rétractent sous l'effet de la chaleur des journées ensoleillées et rejettent les fruits. Et vers 17 heures, ce sera l'apparition des fleurs, qui ne resteront ouvertes que quelques heures. Dans la nature, les espèces de melocactus sont surtout fécondées par les colibris, mais elles sont aussi autofécondes. Elles se referment à la tombée de la nuit, en laissant les restes des fleurs desséchées, jusqu'à l'expulsion des fruits mûrs. Mais il faut attendre environ 1 année ou plus pour pouvoir voir la couleur réelle des céphaliums. Tous les céphaliums des melocactus, à leur début, sont plus ou moins blancs. Les soies plus nombreuses couvrent les aiguillons, puis disparaîtront petit à petit. Les fins aiguillons, en se resserrant, donneront la couleur réelle du céphalium. Ces fins aiguillons se resserreront de plus en plus chaque année, ce qui donnera la couleur du céphalium évoluant d'une année sur l'autre. En attendant de voir la couleur complète et réelle de ce céphalium, j'admire ces très nombreuses fleurs journalières. L'indication par la flèche indique la partie du resserrement des aiguillons du céphalium. Sa couleur ne sera visible que dans quelques années. En attendant, je récolte les graines de ces très nombreux fruits que je sème pour contrôler si ces anomalies de variation nuda ou brevispina
sont inscrites dans les gènes de l'espèce. Un dernier détail, chez les melocactus, seules les graines noires ont été fécondées.